Frédéric Joël Aïvo, constitutionnaliste, citoyen engagé, à quelques mois d'une présidentielle aux enjeux certains pour le peuple béninois, convoite lui aussi le fauteuil présidentiel. Très critique du régime de Patrice Talon, le candidat à la présidentielle de 2021, à ses risques et périls, a entamé depuis quelques mois une rencontre-dialogue avec le peuple. Frédéric Joël Aïvo, les enjeux d'une ambition qui veut faire renaître le Bénin. Et pour en parler, Lazare Onsa, vous êtes chargé de mission jeunesse auprès du professeur Frédéric Joël Aïvo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Alors, parlez-nous un peu de votre candidat. Alors, vous savez que nous sommes à la veille des élections présidentielles au Bénin et que à un tel moment, tout citoyen est appelé à apporter sa pierre à l'animation de la vie politique au Bénin et de proposer donc les projets qu'il pense viables donc à son pays. Je pense que c'est dans cet ordre d'idées que le professeur Frédéric Joël Aïvo a entrepris donc d'échanger avec les populations à travers ce que nous avons appelé le dialogue itinérant. Oui. C'est qui Frédéric Joël Aïvo, pour ceux qui ne le connaissent pas? Le professeur Joël Aïvo est un intellectuel que les Béninois ont découvert par son engagement intellectuel. C'est un homme qui vient d'un milieu, un milieu modeste. Vous savez, sa mère est vendeuse de poissons fumés au marché de Wangor à Porte-Novo. Son papa, chauffeur de métier, mais célèbre humoriste. Vous savez, son nom reste gravé dans la mémoire de chaque Béninois quand on se rappelle l'histoire de l'humour au Bénin. Donc Frédéric Joël Aïvo, dont vous parlez, est aussi engagé depuis sa jeunesse. Engagé déjà au lycée, il était déjà rassembleur, délégué de son établissement, puis très engagé aussi à l'université. Il se met au service donc de ses camarades étudiants. Mais en dehors de cet engagement qu'on peut dire de leadership, il s'est révélé aussi être politiquement engagé, mais bien après donc son parcours, ses études au lycée Béhanzin, il a milité au sein donc du NCC aux côtés donc du professeur Albert Thévo-Edjere, où donc il va faire ses premiers pas en politique. Mais il fera encore d'autres pas après donc son doctorat, qui reviendra au pays pour militer donc auprès d'autres grands hommes tels que le président Adrien Béji. Dites-moi, est-ce que pour le type de collaborateur que vous êtes, est-ce que vous avez vu naître cette ambition chez le professeur de diriger le Bénin? Le président Joël Aïvo a toutes les qualités d'un leader. Un leader qui, lorsqu'il décide de s'engager, prend à chaque fois toutes les mesures de son engagement. Les valeurs donc de cet homme n'est plus donc à établir ici. C'est un leader, c'est un citoyen engagé, c'est un intellectuel engagé. La quarantaine à peine, vouloir être président de la République, d'où lui est quand même venu ce besoin de faire renaître le Bénin, on dira. Faire renaître le Bénin, ce n'est pas le professeur Frédéric Joël Aïvo, c'est un besoin exprimé au cœur de la population. Vous savez, lorsque vous vivez dans un pays où les droits de l'homme sont remis en cause, lorsque l'économie est en souffrance, lorsque les questions de liberté ne sont plus des droits, sinon que les libertés sont contestées par des tests législatifs, lorsque vous êtes dans un pays où l'injustice devient loi, le citoyen est appelé à jouer
sa partition. C'est donc un besoin populaire, c'est une demande, c'est une manifestation populaire que de faire renaître le Bénin. Alors aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre, quels sont les enjeux de cette candidature du professeur Joël Aïvo? Alors je lui disais tout à l'heure, le Bénin vit une période un peu particulière qu'il peut nous arriver de comparer à celle de 89. Vous savez, les populations vivent des situations difficiles. Vous savez ce qui s'est passé à Tchaouro. Vous avez vécu ce qui s'est passé à Savé, qui était devenu à un moment donné un champ de guerre. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kadjaou. Je voulais m'incliner devant la mémoire d'Amon Prudence à Moussou. Vous entendez le cri des populations. Les enjeux aujourd'hui, c'est donc de ramener aux Béninois leur démocratie. Aujourd'hui, il est question pour tout citoyen, pour tout Béninois, de tout faire, de rechercher les solutions où qu'elles se trouvent afin que notre pays nous revienne. C'est bien de vouloir répondre à un besoin populaire, c'est bien de vouloir changer le cours des choses ou rétablir certains acquis, mais c'est trop peu, je trouve, pour prétendre aux destinées d'un pays. Alors, dites-moi de quel courant politique se revendique l'homme de droit et concrètement, que veut-il vendre aux Béninois? Je vous l'ai dit, c'est un défenseur de la démocratie. Il est très attaché, il est très engagé à la question du développement et de la croissance économique, mais il insiste dans la démocratie. Tout est possible dans la démocratie. Pour le président Joël Aïvo, les questions de l'assistance, de la solidarité de l'État, du soutien de l'État au peuple béninois, l'accompagnement des citoyens, la réponse aux besoins des citoyens sont rattachés à l'obligation de l'État qui doit le faire, mais tout en restant respectueux des libertés, de la Constitution telle que nous l'avons adoptée en 90 et surtout de la démocratie chère au peuple béninois qu'il a proclamé dans le préambule de la Constitution, quoique modifiée notamment. Cette constitution a toujours en son préambule cette réaffirmation du peuple béninois, son attachement à la démocratie. Être président, ce n'est pas seulement rétablir les acquis démocratiques. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose de façon concrète? Le président Joël Aïvo dit que le peuple a besoin d'être assisté. Le peuple a besoin d'être écouté. Le peuple a besoin d'avoir l'État à son secours. Pour le faire, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, il faut 5 actions prioritaires, urgentes et prioritaires, à savoir, dans un premier temps, rassembler les Béninois et apaiser ce pays qui est en proie à la violence, à l'injustice. Mais en deuxième position, il est nécessaire et impératif de rétablir la démocratie, remettre les institutions à leur place, faire renaître donc ces contre-pouvoirs qui ont disparu, redonner donc à la justice sa valeur, l'indépendance de la justice, faire de l'indépendance de la justice une réalité, consacrer à nouveau les libertés démocratiques que l'on a adoptées à la conférence des forces vives de la nation. Mais en troisième position, il est nécessaire de relancer l'économie du pays. Relancer l'économie du pays en ouvrant tous les secteurs vitaux à tous les citoyens béninois, c'est-à-dire casser les monopoles. Aujourd'hui, contribuer à ralentir la circulation de l'argent dans le pays. Dans un quatrième point, je voudrais dire qu'il est important de redistribuer la richesse nationale en toute équité et selon la justice. C'est-à-dire quoi? L'État doit aller au secours des faibles. Nous savions bien le faire. Les microcrédits aux plus pauvres, l'ouverture des bourses à tous les étudiants qui en ont droit, la santé pour tous. Il faut donc que l'État investisse sur des questions, non pas pour venir reconforter, créer plus de confort aux riches,
mais que l'État investisse pour venir au secours des pauvres. Pour réduire les inégalités. Réduire davantage donc les inégalités. Dans un dernier point, cinquième et dernier point, il est nécessaire que le Bénin retourne dans le Conseil des Nations. C'est-à-dire qu'il est important de repositionner le Bénin au plan international en le réconciliant le pays avec ses voisins avec lesquels le pays ne peut tourner dos. Vous savez bien que pendant 4 ans du président de la République, nous n'avons reçu la visite d'aucun de nos voisins. Vous savez, le président togolais n'est jamais venu ici, le président burkinabé n'a jamais mis pied au Bénin, le président Alassane Ouattara, bien connu de notre président, n'est jamais venu au Bénin. Ce n'est pas parce que vous recevez ce n'est pas parce que vous recevez des visites que vous êtes bien aimé par ceux qui vous visitent. Donc du coup, permettez-moi de vous dire que les diplomates vous diront que la visite d'un chef d'État est un signe diplomatique de l'attachement que cet État a pour vous. Si un État ne vous considère pas, si les relations ne sont pas au beau-fils, il est évident que vous ne visitez pas un tel État. Alors donc, les visites en diplomatie constituent un indice important de la qualité des relations entre les États. Nous soulevons cela pour faire comprendre qu'il est nécessaire aujourd'hui pour le Bénin de se réconcilier avec ses voisins. Je n'ai pas à vous rappeler que les frontières du côté du Nigeria sont, à l'heure où je vous parle, fermées. Lazare Moussa, à quelques mois de cette présidentielle, il y a une question au cœur de tous les débats, qui est celle du parrainage. Déjà, ma première question, c'est comment se présente cette question-là pour votre candidat? Et nous avons ouï dire qu'il entend l'exploser carrément. Alors, est-ce qu'il n'est pas toujours dans le déni? Parce que jusque-là, rien ne profile à l'horizon comme quoi on va sauter le verrou du parrainage. Donc, comment est-ce qu'il entend faire? C'est un fait aujourd'hui que le peuple réclame à corps et à cri le professeur Joël Aïvor. Et face à une telle demande, face à une telle mobilisation populaire, il est important de relever le défi. Pour nous, donc la question du parrainage est un défi générationnel, mais un défi que nous allons relever dans la démocratie et dans la paix. C'est pour vous dire pourquoi le parrainage devient un défi. En principe, le mode électoral, je voulais vous dire, donc le parrainage est un mode électoral qui n'a pas vocation donc à être antidémocratique, que ce mode électoral devient un défi pour les citoyens béninois, pour le peuple béninois, simplement parce que ce parrainage a été établi dans une situation d'absence de consensus et unilatéralement par un camp politique. Ce parrainage, vous le savez, crée une sorte d'injustice, une sorte de mur que l'on a posé pour empêcher le peuple d'avoir accès à sa souveraineté, cette souveraineté qui lui permet de choisir qui des probables candidats sera président de la République. Mais Frédéric Joël Aïvor était où quand le parrainage a été introduit? Est-ce que ce n'est pas utopique de continuer à dire nous allons faire exploser le parrainage, nous allons sauter le verrou du parrainage, alors qu'on sait que les jeux vont se faire et que nous sommes à quelques semaines de la présidentielle? Qu'est-ce qu'il entend faire concrètement? J'espère que vous n'ignorez pas le peuple. C'est le peuple qui parle. C'est le peuple qui dit qu'il va relever le défi. Quand vous voyez les dialogues itinérants du président, vous devrez voir les expressions de chaque citoyen. Vous devez entendre le cri de chaque citoyen, des jeunes, des femmes mobilisées. Vous devez écouter cela et en déduire
que chaque Béninois est déterminé et est prêt à relever ce défi. Et je vous rappelle, dans la paix et la démocratie. Frédéric Joël Aïvo, une candidature solitaire. On a vu il y a peu dans une opération de charme auprès du parti Les Démocrates. Est-ce qu'il sera le candidat des démocrates? Qu'en est-il? Le professeur Frédéric Joël Aïvo a toujours fait appel à toutes les forces vives de ce pays. C'est un rassembleur. Et je vous l'ai dit que le premier point, c'est de rassembler. Nous allons rassembler aussi large que possible. Donc, c'est une dynamique qui est en cours. Mais déjà, nous n'avons plus assez de temps. L'autre rumeur qui court dans certains états-majors, c'est que le professeur serait une option de l'actuel président Patrice Talon. Qu'avez-vous à y répondre, pour vous qui êtes de son état-major? Et que ce serait de la pure comédie? Alors, je voudrais, un peu plus sérieusement, je voudrais dire que le président Joël Aïvo a entamé son dialogue itinérant environ 2 ans. Ce phénomène, ce que certains qualifient de phénomène, n'était pas attendu. Le parrainage et tout le système qui sont mis en œuvre ont donc pour finalité de voir le peuple attentiste, impuissant, laissant partir ceux-là qui ont décidé de l'empêcher de s'exprimer. Du coup, quand, malgré cela, un citoyen se lève et fait objet d'une grosse mobilisation populaire, cela étonne, cela surprend. Cela donc peut justifier que certains ne puissent pas comprendre que c'est possible qu'un citoyen se lève, malgré la peur, malgré les menaces, braver tout ceci, rester debout et appeler le peuple à agir pour son destin. Ceci étonnant, surprenant, amène, vous pouvez imaginer, ceux qui sont à la base d'une telle pensée, mais ils ne sont pas seuls. Vous allez entendre que le professeur Joël Aïvo est le plan B du président Adjavon. Vous allez entendre que c'est le plan B du président Ombedi. D'autres vous diront que c'est le plan de la France. D'autres encore vous diront que c'est le plan B des États-Unis. Encore vous entendrez certainement que le président Joël Aïvo est le plan B du président Bouni-Yaï. Ce sont des journaux qui l'ont écrit, qui l'ont à chaque fois dit. Et donc, les gens continueront à suspecter, les gens continueront à parler autour d'un phénomène qui semble de plus en plus saisissable. Je crois que là n'est pas le jeu. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est la détermination du peuple béninois à ouvrir une autre page de son histoire. Alors, le plan B de ci ou le plan B de ça, ça m'amène à vous poser la question de savoir d'où tire-t-il ses ressources pour se permettre ce dialogue itinérant qui dure depuis plusieurs mois, en tout cas, pour faire tout ce qu'il fait. Alors, c'est le moment de vous dire qu'en réalité, le professeur Joël Aïvo est le plan A du peuple. C'est le peuple qui lui donne les moyens de faire tout ce qu'il fait? Le dialogue itinérant n'a été possible que grâce à ce peuple qui a décidé de se mobiliser jusqu'à son dernier retranchement pour rendre possible ce dialogue, mais pour veiller à ce que ce dialogue aille jusqu'au bout. Quand je dis le peuple, je sais que vous le savez, que vous voyez cette mobilisation populaire, vous voyez cette action citoyenne qui semble presque jamais vue dans des circonstances où la peur semble avoir gagné nombre d'entre nos compatriotes. Est-ce que ce qu'il entreprend, il vit donc des contributions du peuple? Comment est-ce qu'il fait
parce que les déplacements, les voyages, l'entretien de ses équipes, de ses moyens et tout, c'est des ressources que ça mobilise. Vous dites, oui, le peuple, Frédéric Joël-Aïvor est l'option A du peuple. Oui, le peuple se mobilise. Donc, est-ce que vous avez lancé des souscriptions, des contributions qu'apporte le peuple à la candidature de Frédéric Joël-Aïvor? Dites-nous, expliquez-nous un peu. Malheureusement, il ne m'est pas permis de vous poser la question. Sinon, je vous devrais demander si vous avez jamais vu le président, le professeur Joël-Aïvor seul. Vous le verrez toujours avec, au beau milieu du peuple. La dynamique populaire qui s'est levée, c'est une dynamique incontrôlable. Vous pourrez donc comprendre que le peuple a décidé et se donnera tous les moyens d'aller au bout. On entend le professeur Frédéric Joël-Aïvor très critique, très en opposition au régime de Patrice Talon, régime qui a quand même fait des réformes hardies dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, comme probable successeur de Patrice Talon, que fera-t-il de mieux? Est-ce qu'avec lui, on prendra le risque de remettre en cause tout ce qui a été fait, ou il y aura de meilleures réformes dans les différents secteurs qui sous-tendent le développement du Bénin? J'ai du mal un peu à vous saisir parce que moi, je n'ai pas vu de réforme, en fait. J'ai vu des essais de tentatives de prise en main des secteurs, de différents secteurs. Je n'ai pas pu remarquer de véritables réformes. Bon, pour améliorer quelque chose, il faut bien qu'il y en ait. Je crois que nous vous avons dit qu'il est question de relancer l'économie en ouvrant les secteurs vitaux de ce pays à tous les citoyens. Vous n'allez pas me dire que chasser, créer les conditions pour que les grands hommes d'affaires de ce pays quittent au profit de quelques-uns est une réforme. J'espère que vous n'allez pas me dire que Sébastien Adjavon en exil est une réforme. Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr que vous soyez d'accord que Laurent Menton en prison est une réforme. Je suis sûr que vous ne me direz pas que le décès de Dame Prudence à Moussou est une réforme électorale. Puisqu'il n'y a pas eu de réforme, ne nous demandez pas d'améliorer. Nous sommes venus pour rétablir la démocratie. Nous viendrons. Nous travaillons. Le peuple travaille pour rétablir la démocratie. Le peuple travaille pour relancer son économie, pour ouvrir l'économie, pour faire en sorte que la redistribution des richesses soit donc effective. Que, s'il vous plaît, une réforme ne consiste à serrer la ceinture. Il y a plus ou moins, en fait, c'est l'inexpérience politique de votre candidat. Alors, aujourd'hui, je me pose la question de savoir, au cas où il succéderait à Patrice Talon, est-ce que pour le Bénin, cette inexpérience ne serait pas un chaos, ou vous pensez que c'est plutôt une force de l'homme? Je vous sais souvent prudent. Là, vous avez été affirmatif. J'ai posé une question. Voilà, certains peuvent croire que l'homme est inexpérimenté, mais je crois que je vous ai présenté tout à l'heure son parcours en vous rappelant que l'homme a été constant depuis 15 ans sur l'espace public béninois. Depuis 15 ans, l'homme a été présent, constant sur l'espace public béninois. Il a fait son parcours, je vous l'ai dit, très jeune, très engagé, et puis vous connaissez son parcours en tant que directeur de cabinet au PRD. Vous connaissez son parcours avec le président Albert Thévold. Et vous savez, depuis plus de 15 ans, il est resté au cœur de l'engagement citoyen et voire même politique. Celui-là qui intervient chaque fois pour rappeler aux acteurs politiques ce qui semble être le bon chemin. Et je n'ai pas encore vu jusque-là ses prises de parole le trahir. Au contraire, sa constance semble être aujourd'hui légendaire. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Lazare Moussa, je rappelle, vous êtes chargé de mission pour la jeunesse auprès du professeur Frédéric Joël-Aïvor. On a vu dans les médias ces dernières semaines une probable, sinon une potentielle vice-présidente pour le professeur. Est-ce que vous le confirmez? Et déjà, pourquoi ce choix de femme?
Vous aurez pu constater que les gens s'interrogent sur cette dame qui se fait de plus en plus présente dans l'environnement immédiat du professeur Joël Aïvo. Les supputations font bon train. Pour l'instant, la question de vice-président n'est pas d'actualité. Nous continuons de prendre les contacts, nous continuons d'échanger avec nos partenaires. Le temps nous dira. Donc, pour le moment, la question n'est pas d'actualité. Non, la question n'est pas d'actualité. Donc, ce n'est pas qu'il est acté que cette dame sera la vice-présidente du professeur, du président Joël Aïvo. Je vous ai dit, libre choix à chacun de supputer. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Lazare Onsa, votre mot de fin. Je voudrais vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donnée de pouvoir dire un mot sur ce qui, depuis quelques années, quelques mois, devient une réalité des Béninois relativement au présidentiel, à l'élection présidentielle de 2021. Oui. Mon mot de fin, c'est d'appeler cette jeunesse qui a été tout le temps qualifiée de jeunesse qui n'a bénéficié que des combats de leurs aînés. On les a appelés jeunesse jouisseur. Cette jeunesse, aujourd'hui, est en face de sa responsabilité. Cette jeunesse, aujourd'hui, rien ne pourra se faire sans elle. C'est pour ça que je voudrais profiter pour appeler la jeunesse. Cette jeunesse qui a conscience de ce que c'est aujourd'hui que nous allons démontrer que nous ne sommes pas seulement une génération de jouisseurs, mais que nous sommes une génération de capables, une génération d'engagés, une génération de citoyens déterminés à apporter sa part donc, dans l'évolution de notre nation. Je voudrais donc inviter cette jeunesse à décrocher son téléphone pour répondre aujourd'hui à l'appel de la nation. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Frédéric Joël Aïvo, les enjeux d'une ambition pour faire renaître le Bénin, un homme aux multiples qualités, aux qualités adéquates pour refaire les choses, remettre les choses en rang. Il suscite ferveur et engagement. Mon invité, Lazare Onsa, vous êtes chargé de mission pour la jeunesse auprès du professeur. Merci d'avoir répondu à nos questions.